avec vous jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Jérôme Roten, Mathéo qui est notre auditeur invité ce soir et qui passe les 3 heures avec nous. Et notre invité ce soir, Jean-Baptiste Guégan, bonsoir. Spécialiste de la géopolitique et du sport, la géopolitique du sport même, et spécialiste notamment du Qatar, en tout cas fin connaisseur de la région, parce qu'il se passe, et du PSG aussi, il se passe beaucoup de choses au Qatar, on va vous expliquer ça, mais avant ça, il y a du fact-checking aussi dans l'after, et il y a eu un fake news tout à l'heure. Jérôme Roten a dit qu'il avait été le passeur sur le but de Govou, évidemment la cellule enquête de l'after a œuvré dans ces longues minutes, et c'est Michael Sylvestre qui avait donné la passe décisive. C'est sur corner le but. Ah, en tout cas, c'est Sylvestre qui fait une passe décisive. Mais non, c'est déjà c'est pas possible. Il l'aurait fait. C'est une ouverture de 50 mètres de Sylvestre. Mais non, c'est pas possible. Ça a été vérifié. Je suis sûr que c'est sur corner. Ah non, tu vois. Mais franchement, alors j'ai peut-être la mémoire qui flanche. J'étais en 2003. Déjà que t'as la mémoire sur les noms que t'annonces dans l'équipe du match de l'after avec les mecs qui viendront pas. Mais quels mecs viendront pas? Ceux que t'as annoncé, parce que t'as déjà oublié qu'ils t'ont dit non. Mais qui a dit non? Mais il est malade. Il est en panique, il doute de lui-même. Il doute de lui-même. En quoi je doute? Regarde, je t'ai dit, mais pas de toi quand même. T'inquiète pas. Sur le, il me semblait. Non, c'était vérifié. Fais confiance à la cellule enquête de l'affaire. Également sur Jérôme Thomas, je fais pas confiance, je te dis. Sur le hashtag RMC Live, PampanQQ88, c'est son nom, a mis une photo de Jérôme Roten pendant cette Coupe des Confêtes 2003. Pendant ce match. Pour le coup, tu l'as bien joué, c'est sûr. Et tu avais ta célèbre coiffure, on va dire blond vénitien. Ouais. Ou platine. Non, pas vénitien. Également appelé coiffure ratée. C'est pas blond vénitien, t'as vu? Platine. Et Mathéo va te mettre un tacle. C'est quoi, il a dit quoi? Il avait également appelé coiffure ratée. Non, à l'époque, c'était à la mode. Mathéo, je te rappelle que t'as l'âge de mon fils. Donc, quand tu veux me parler, tu lèves le doigt. Voilà, lui, c'est ce qu'il fait. Non, mais à l'époque, et il me vous voit. C'est ça. Et il me vous voit. Même pour prendre le sel, même quand il veut son. Tu lui as dit que t'avais écrit un stop? Non, parce que si tu veux. Jamais. Bon, va pas Mathéo. Si fils Roten, tu nous écoutes. Il sort tous les dossiers. Il est intenable. Voilà pour les infos. Tiens, juste un petit mot qu'on a oublié dans les B du lexique afterien. Bisounours. Bien sûr. Le monde des bisounours, c'est une image utilisée quand les clubs de Ligue 1 se plaignent pour un rien. Voilà, entre autres. Ah, je croyais que c'était lié à moi. Ouais, non, il y a pas une. Non, c'est vrai qu'on peut rajouter que Daniel est fan est un bisounours. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, on va parler du Qatar avec Jean-Baptiste Guégan, quand même. Ouais, alors, on arrête les blagues à la con. Ouais, c'est un peu plus sérieux. On rappelle qu'il y a un isolement diplomatique du Qatar depuis quelques jours, que l'Arabie Saoudite et plusieurs de ses alliés ont annoncé la rupture des liens diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutenir ni plus ni moins le terrorisme, et c'est la plus grave crise diplomatique qui frappe le Moyen-Orient depuis des années. Alors la question évidemment, c'est sur les conséquences diplomatiques. Il y en a déjà. On a même eu des liens là avec Beansport sur la partie arabe, en tout cas dans un premier temps, avec des Égyptiens, notamment Mido qui a été consultant là-bas et qui arrête sa collaboration. Mais plus largement, est-ce que ça peut avoir des conséquences, puisqu'on sait qu'il y a le soft power du Qatar, c'est-à-dire sur les investissements sportifs, et on pense, nous en France, évidemment, avant tout au PSG. D'abord, il y a une vraie stratégie du Qatar, qui est une diplomatie sportive, qui a pour seul objectif de faire rayonner le Qatar et de le faire exister. Avec une idée simple, si on est connu, on est protégé. On prend l'exemple par exemple du Koweït durant la guerre du Golfe. Le fait d'avoir du pétrole, ça lui a donné de la visibilité. Le Qatar a choisi lui de faire la même chose, c'est-à-dire c'est un petit pays que personne connaissait au détour des années 90 et qui a décidé d'aller sur le sport justement pour se faire connaître. C'est l'émir Al Thani qui disait qu'il valait mieux être connu au CIO finalement qu'à l'ONU. On est vraiment dans cette logique-là. Le sport, c'est ce qui offre la plus belle visibilité, et la plus belle visibilité du sport, c'est le foot. Si on regarde le PSG, c'est exactement cette stratégie-là. Le fait de racheter le PSG, finalement, ça leur a permis d'avoir une aura et d'exister finalement en France, en plus de leurs investissements. Ce qui risque de se passer avec cet isolement-là, c'est simple. C'est finalement pas grand-chose pour le PSG. Par contre, on peut avoir une vraie menace, en tout cas à court terme, sur la construction des équipements, notamment des stades. Donc plus sur l'organisation de la Coupe du Monde que sur l'investissement lié au PSG, qui est un fonds souverain, on rappelle. C'est QSA qui le possède. J'entends bien que ça peut ne pas avoir d'impact immédiat sur le PSG, mais le Qatar était là à travers le PSG aussi pour travailler son image. Il n'y a pas que ça, mais c'est effectivement l'image. Une des parties de la réflexion. Et sachant que depuis qu'ils sont au PSG, ils ont du mal dans le paysage footballistique à forcément améliorer cette image, et que en plus ces derniers temps, on l'avait vu dans certains stades, étaient sortis 2-3 banderoles qui faisaient référence
à ce lien supposé avec le terrorisme qu'il faut peut-être préciser parce que c'est bien plus complexe que ce qu'on entend. Mais il n'empêche que il y a une situation qui est un petit peu quand même ambiguë. Ce qui est juste un peu risible, c'est quand des pays comme l'Arabie Saoudite viennent dénoncer ça. Qatar, voilà. Ok, Ouais, ça d'accord. des leçons, effectivement, c'est un peu eux particulier. fassent ça, j'ai presque envie de dire, on s'en fout. Nous, en tout cas, qui vivons en France, quel regard on doit porter nous là-dessus? Est-ce que réellement, parce que dans ce cas-là, ça change un petit peu tout, même si l'État français est très hypocrite par le biais de tout n'a pas business réagi qu'ils pour font. l'instant. Hein. Voilà, ils n'ont pas C'est réagi. assez révélateur. Qu'en est-il de ces liens? Il faut clarifier là-dessus parce que cette ambiguïté, ce sont des familles, c'est pas l'État, c'est machin. Ah, déjà, on peut pas dire que ce soit l'État qatari qui finance le terrorisme. Ça, c'est faux. Et puis, en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que il y a une propension à appuyer finalement certaines idées des frères musulmans ou accueillir des gens sur leur sol. Maintenant, c'est pas forcément une politique d'État. Il n'y a pas de stratégie de financement. Il n'y a pas de preuve de lien direct. Et puis, quand on parle de l'Arabie Saoudite, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a au moins autant à reprocher à l'autre. Après, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, le Qatar paye sa visibilité. C'est-à-dire que les Saoudiens en ont marre de voir le petit voisin qatari qui était négligé, exister sur la scène internationale, notamment par le sport. L'Arabie Saoudite aurait jamais été capable d'accueillir la Coupe du Monde. Le Qatar l'a fait, dans des conditions qui restent troubles. Mais il a réussi à le faire. La vraie question, c'est est-ce qu'on doit regarder ça avec un regard qui est finalement géopolitique, un petit peu distancié, ou essayer de le regarder avec un prisme moral? Et là, c'est autre chose. Est-ce qu'on a envie finalement que le Qatar rachète le PSG? Ils l'ont fait. Le club existe. Il a survécu. Il a pris une valeur absolument colossale. Là, il vise 1,5 milliard. Mais ils n'ont pas racheté que le PSG. Une partie du foot français vit grâce à eux aujourd'hui. Il y a énormément de choses qu'ils ont achetées même dans Paris. Bon, alors l'histoire, soi-disant, ils possèdent la moitié de Paris, ça c'est des conneries. Mais ils ont quand même des choses qui sont importantes. L'État français fait beaucoup de business avec le Qatar. Donc, comment dire, c'est pas uniquement le PSG dans ces cas-là qu'il faudrait pointer du doigt, parce que tous les clubs français croquent sur le Qatar finalement, de façon directe ou indirecte. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le Qatar aujourd'hui est devenu incontournable. Par sa stratégie de financement et d'investissement, ils sont présents dans énormément de conseils d'administration et aux actionnariats de pas mal de groupes du CAC 40. Ils sont présents dans le sport. C'est justement ça qu'on voit. Parce que finalement, le Qatar, on n'en parlerait pas sinon. On parle pas des Émirats Arabes Unis ou très peu. On en parle pour Manchester City. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres pays en Europe qui sont aussi liés, autant liés avec le Qatar que nous? Alors en termes de financement, l'Angleterre et l'Allemagne sont devant nous. Nous, on est derrière. Les États-Unis étant devant. Les États-Unis sont devant ouais, encore en termes d'investissement. C'est-à-dire que le Qatar a choisi 4 pays où investir massivement. Ces 4 pays sont les pays qui sont susceptibles de le protéger en cas de conflit. Notamment, ces pays-là ne pourraient pas rompre leurs relations diplomatiques comme viennent de le faire les voisins du Golfe. Non, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de rupture. Pour une Alors raison que très si simple. vraiment tu sais que c'est des potes des terroristes, normalement tu es censé rompre les liens Il y diplomatiques. a beaucoup d'hypocrisie aussi dans la L'idée, géopolitique c'est mondiale. justement de taper littéralement sur le voisin qatari pour qu'il rentre dans le rang. C'était le monde qui parlait de crise existentielle. On est exactement là-dedans. La seule chose qui peut arriver au Qatar, c'est soit un coup d'État. Aujourd'hui, c'est pas la donne. On en parle d'ailleurs. On en parlait. On dirait que l'émir Al-Thani était menacé, qu'il y avait Oui, il peut-être peut être menacé, mais en l'occurrence, il faudrait d'abord trouver. Il y a même eu des prendre. rumeurs de coup d'État aujourd'hui. Ce Mais ça matin. reste des rumeurs. Effectivement, si l'émir était renversé, là, on aurait quelque chose. Mais là, on est dans un des scénarios. C'est pas le plus vraisemblable ni le plus probable. Fondamentalement, ce qui va se passer au Qatar, c'est que soit l'émir décide de rentrer dans le rang et à ce moment-là fait partir certaines personnes. Ça veut dire quoi, dégage. rentrer dans le rang? C'est-à-dire que concrètement, il va diminuer sa visibilité, il va s'aligner sur l'Arabie Saoudite et ils vont arrêter finalement de voir l'Iran comme un partenaire potentiel. La vraie question, elle est là. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. C'est l'Iran, la pierre angulaire. Et ça, le une problème. fois qu'on a vu ça, si demain on Ça se a soit l'Arabie communiqué, Saoudite et les autres trouvent que le Qatar est trop proche de l'Iran. et puis ça sert aussi Donc les on intérêts de est, Trump. si on est sunnite, chiite, Voilà, il y a cette opposition-là, et puis on est vraiment dans le changement là de doctrine diplomatique américaine. Avec Obama, on n'aurait pas eu de problème. L'arrivée de Trump a changé la donne et l'Iran est redevenu un acteur de l'axe du mal. Bilan des opérations, il faut le taper. Le seul moyen, c'est pas de s'attaquer à l'Iran, c'est de s'attaquer au Qatar. Et donc, on tape sur le clou. Alors, déjà, avant de revenir au PSG, sur on est la. assez loin du PSG finalement. Oui, mais Finalement, ouais, complètement. Mais sur la Coupe du Monde, en revanche, on se dit que, alors, il y a aussi la fameuse Coupe des Nations là, du Golfe qui est prévue en décembre. Là, pour le coup, à la fois en visibilité, en image, mais aussi concrètement en organisation, parce que si ça retarde les travaux et les infrastructures, ça peut être plus compliqué. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les frontières sont fermées. Donc, les Qataris ont du mal à finalement trouver de quoi s'alimenter. En tout cas, sur le long terme, tout ce qui permet de construire les équipements est bloqué aux frontières. Donc là, ils vont avoir un vrai problème d'approvisionnement. D'accord. Si ça dure. Là, c'est concret. Ouais.
Sauf que c'est pas parti pour. C'est-à-dire que ça va pas durer 6 mois. Sauf grosse stratégie, tension volontaire. Si ça dure plus de 6 mois, oui, là, ce sera gênant. Pour l'instant, on n'est pas parti sur cette tendance-là. C'est plus une crise finalement diplomatique et médiatique qu'autre chose. Après, on verra ce que ça va donner. Les prochains jours vont être décisifs. Alors, ça, c'est une chose. Et sur le PSG, on rappelle quand même le fonctionnement de ce fonds souverain, qui n'est pas le Qatar, hein, on le rappelle. C'est un fonds d'investissement. L'idée du Qatar, c'est de préparer l'après-gaz. Et donc, de se mettre dans une situation où on assure la survie des Qataris. Ils sont un peu moins de 300 000 au Qatar. Et ça, c'est en développant d'autres activités. L'achat du PSG, c'est aussi ça. Tous les investissements dans le sport, Aspetar, Aspire et compagnie, c'est ça. L'idée, c'est de mettre en place une économie de substitution, soit dans la connaissance, soit dans le sport. Aujourd'hui, quand on parle de sport dans le monde, les infrastructures les plus innovantes, elles sont au Qatar. Parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a les compétences. Il suffit de voir le nombre de professeurs, par exemple, qui ont opéré des joueurs français et qui sont installés ou qui ont finalement une clinique à leur nom là-bas. Une question sur en fait l'équipe dirigeante là, du Paris Saint-Germain. Eux, tout ce qui se passe là au Qatar, est-ce que ils en parlent, ils s'inquiètent, y compris sur les rumeurs de coup d'État dont on parlait? Parce que moi, je me suis réveillé ce matin, j'ai vu ça, j'ai vu sur, c'était assez étonnant. Tu te dis si El Thani part, enfin, je parle de l'émir. Là derrière, ça peut avoir des répercussions. Ça veut dire que Nasser saute, ça veut dire qu'il y a une réorganisation. Là, il y a un vrai problème à ce moment-là de gouvernance au PSG, qui a déjà pas besoin de ça. C'est ça, parce qu'il suffit de voir comment ça tourne sur la saison écoulée. Maintenant, c'est une vraie question qui se pose. Mais on n'est pas dans cette optique-là. Pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est un maintien de l'émir avec une possibilité de négociation. On va voir par exemple Oman. On a Koweït qui est en train de jouer les médiateurs. Personne n'a intérêt à une crise frontale. Par contre, il faut que le Qatar comprenne. Là, le Qatar a compris. Ouais, et on rappelle qu'ils sont actionnaires majoritaires du groupe Lagardère aussi, que bon, ils sont sponsors de courses hippiques, le PSG handball aussi, il n'y a pas que le PSG foot. C'est tout le club omnisport. On le voit avec les filles, par exemple, qui ont été en finale de Ligue des Champions et qui ont perdu. D'ailleurs. Ouais, mais c'est bien, parce qu'on est sur une vraie dynamique. Le club omnisport du PSG, on commence à retrouver un club qui a. Mais le système, d'ailleurs, je comprends pas très bien si vous pouvez, le système de football féminin. On a une équipe française, le PSG, qui est en finale de Ligue des Champions, qui, si je ne m'abuse, a terminé 2e du championnat, ou je me trompe. Et n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions la saison suivante. Alors que même Lyon, qui est à la rigueur premier, je l'entends, mais gagne la Ligue des Champions. Pourquoi? Là, comment est-ce que c'est vraiment le sujet là? Alors, je suis pas sûr que le spécialiste du Qatar va te répondre sur la qualif des clubs féminins. C'est une bonne question. On est venu sur le Mathéo, je suis désolé, mais je sais pas qui va avoir cette réponse. Si, je pense que le hashtag RMCLive va je vous demande dans quelques instants. Expliquez-moi. Juste une question sur le Qatar. Quand ils ont obtenu la Coupe du Monde, on disait qu'ils l'avaient obtenue. Alors on sait pas comment. On se pose toujours la question d'ailleurs. On se demande comment, ou on sait comment. C'était parce que c'est un des pays les plus stables de la région. Alors, et là, l'image de stabilité, elle peut être entachée par ce qui se passe. Le pays en soi est stable. Ouais. Le problème, c'est que ses voisins considèrent. Là, c'est l'isolement qui pose problème. Si on regarde une partie des liaisons aériennes, elles ont été coupées. Aujourd'hui, si vous êtes un Qatari, vous avez du mal à sortir du pays, sauf en utilisant la compagnie nationale. Vous avez aussi les ressortissants qataris qui ont été gentiment invités à rentrer au Qatar. On est là pour l'instant sur des choses simples. C'est effectivement une crise qu'on n'a pas vue depuis au moins 30 ans dans la région. Au moins même depuis la révolution iranienne et la guerre du Golfe, on n'a pas eu ces questions-là. On est sur une nouvelle crise aussi. Là, on est en train d'inventer quelque chose. C'est quelque chose pour lequel il n'y a pas d'exemple existant. Une sorte de guerre froide du Golfe, en fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en l'occurrence, ce qui va être intéressant, là, c'est un vrai jeu politique. C'est de la vraie géopolitique. Là, il y a des rapports de force qui sont passionnants et le PSG va être finalement, avec la Coupe du Monde, un des éléments. Mais pour l'instant, quand même, on va dire éloigné des premières conséquences de cette crise. Ça changera rien, c'est-à-dire que ça changera rien en termes de recrutement, ça changera rien finalement sur la politique sportive à court terme. Financièrement, c'est un club qui peut faire la différence. Après, c'est sûr que être associé au Qatar aujourd'hui, pour un joueur qui pense en termes de droit d'image, de sponsoring, ça peut jouer. Mais je vois pas en quoi ça pourrait, je sais pas moi, à la marge. Revenir, empêcher le transfert d'un Sanchez, empêcher le transfert d'un, même Pépé, on en a parlé pas mal là, même si on peut ne pas y croire. Voilà. Mais c'est la preuve. Il disait tout à l'heure que le but du Qatar en rachetant le PSG, c'est vrai, est aussi une question d'image. Et là, c'est la preuve que ça a marché, parce qu'aujourd'hui, si on est là à parler justement de ce qui se passe au Qatar,
Bien sûr. C'est aussi parce que le Qatar mais c'est vrai que l'enjeu, ils ont gagné leur bataille de l'image. D'être audible à l'échelle nationale pour un pays aussi peu peuplé, c'est exceptionnel. On rappelle quand même qu'en dehors de toute cette crise, le Qatar est toujours visé par des enquêtes des justices suisses et américaines, justement sur l'attribution, sur des soupçons de corruption de la FIFA pour l'attribution du mondial. Et aussi sur les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers qataris. Ça existe, c'est toujours en cours. C'est pas un pays qui est vertueux en termes de droit du travail. Après, on voit aussi des situations qui sont très surprenantes. Maintenant, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu un acte de corruption? Il y a énormément de journalistes qui ont documenté ça. Pour l'instant, la justice n'a pas tranché. Fondamentalement, ils l'ont. Est-ce qu'on va leur enlever? Non. Ouais. C'est comme la Russie. Sauf peut-être là en cas de vraie crise durable. Mais quelle solution alternative? À la limite, qui peut prendre en charge? Il n'y a aucun État aujourd'hui capable de financer ça, ou alors c'est les pays européens. Ça m'étonnerait qu'on se mette dans cette situation-là. Les États-Unis derrière sont peut-être aussi en train de faire payer au Qatar une partie de tout ça. Toute la justice sportive qui s'est mise en place, c'est ça. Bon, la Coupe du Monde 22, donc 2022, pas en danger pour l'instant, mais ça serait peut-être l'événement qui pourrait être mis en danger si ça dure. Les Parisiens et le PSG, en tout cas, pour l'instant, un peu en dehors de cette crise-là. Aurélien. Tranquillement, mercato. Aurélien, supporter du PSG, est avec nous. Salut Aurélien. Salut, bonsoir tout le monde. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'étais intervenu à une époque pour faire une petite analyse de la Marseillaise avec le sang impur, etc. Je sais pas si vous vous souvenez de moi. Ah oui, le prof d'histoire. C'est ça, c'est moi. T'es toujours prof d'histoire? Toujours. T'as pas fait de burn-out? Non, ça va très bien. Où est-ce que t'étais prof déjà? Je suis sur Paris, je vais pas donner un établissement particulier, je sais pas. Ok. Non, ouais, en fait, par rapport à l'Arabie Saoudite et le Qatar, votre invité, qui est expert en géopolitique, je pense que surtout, oui, d'accord, il met le doigt sur quelque chose d'important, c'est le fait que il y a une question de leadership par rapport au sunnisme dans le Proche et le Moyen-Orient qui en vérité en fait supplante toutes les questions qui peuvent se poser ailleurs. Le Proche-Orient, l'Arabie en général, l'Arabie c'est le berceau d'une école coranique extrêmement importante qu'on appelle le hanbalisme. Et en fait, aujourd'hui, il y a une question de leadership quant à savoir qui représente au niveau des nations le plus, même s'il y a le wahhabisme qui est très implanté évidemment en Arabie Saoudite, sur la question de savoir qui est un peu le leader dans cet islam traditionnel. C'est pas la seule question. Pardon ? C'est pas non plus la seule question. Non, c'est pas non plus la seule question. Mais le problème, c'est que jusqu'ici, pendant très longtemps, ça a été l'Arabie Saoudite, qui, sans se poser de questions, a été le leader. Et donc à travers là du sunnisme pour les États occidentaux. Et c'est vrai que le Qatar aujourd'hui est a venu mettre un peu trop déranger en fait cette prédominance saoudienne. Et notamment en effet a commencé à faire copain-copain ou est accusé de faire copain-copain avec l'Iran chiite. Donc en fait c'est un jeu de dupes en vérité, parce qu'il est évident qu'il y a dans le Qatar comme en Arabie Saoudite que ce soit des gens au pouvoir ou non qui sont en rapport de toute façon avec les idéologies qui combattent en Syrie ou en Irak. Mais en fait, tout le monde le sait. C'est intéressant, Aurélien, mais on dérive vraiment loin, très loin du foot. C'est très intéressant. La seule question, c'est d'utiliser en fait ça, et par rapport à l'implantation justement dans le sport, par rapport au soft power, ils savent très bien qu'en Occident, nous, on s'en fout de cette question religieuse. Donc, comment est-ce qu'en fait on peut détruire ce soft power construit par le Qatar pour exister? Et ben en fait, c'est en tirant sur une corde qui est extrêmement sensible aujourd'hui chez nous. C'est quoi? C'est le terrorisme, en fait. Oui, bien sûr. Et donc justement, détruire le sport pour les Saoudiens par rapport au Qatar, c'est utiliser le terrorisme, en fait. C'est la même stratégie. Mais les gens sont pas dupes. On a tous trouvé ça assez ironique que l'Arabie Saoudite accuse le terrorisme de Qatar. C'est pour ça que leur stratégie fonctionne pas. Mais en même temps, si t'expliques pas, t'en reviens toujours à ces histoires. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est toujours Qatar terrorisme, ça parle effectivement, ça te lien. Et dans les tribunes, il y aura concursivité pour dire. Voilà, vous êtes fan du PSG, vous êtes fan d'un État qui soutient le terrorisme. Celui qui apparaît comme agressé, c'est le Qatar. Donc c'est que le soft power sportif du Qatar a fonctionné, sa diplomatie sportive a réussi. Si on en parle aujourd'hui, sinon on serait pas là. Voilà. Ouais, exactement. Voilà. On remercie Aurélien, prof d'histoire qui nous a appelé au 32-16. Merci à Jean-Baptiste Guégon d'avoir été avec nous, qui est prof, qui est également dans spécialité, vous l'avez compris, de géopolitique et
qui est fan de foot et fan du PSG en particulier. Que des qualités. Et qui sort un livre le 3 juillet. Oui, c'est ça, qui s'appellera Géopolitique du sport et qui revient justement sur ce qu'est la rivalité géopolitique dans tous les sports et principalement dans le foot. Parce que mais ça, c'est très intéressant parce qu'on a des afters cet été. Il va revenir. Avec plaisir. Je casse surtout déjà mes invités de cet été. C'est un bon Florent Gautreau. Allez, dans quelques instants, le quiz. Il faut que vous vous inscriviez d'ailleurs pour le quiz, le retour du quiz ce soir. Vous allez voir, c'est un quiz très particulier. Il faut avoir une bonne oreille. À tout de suite dans l'after.